Bonjour Franck, Bonjour, aujourd'hui on va parler de géobiologie. En une phrase, qu'est-ce que la géobiologie? c'est le soin de l'habitat et le soin de la terre. Géobiologie. D'accord. Géo, la terre, biologie, le vivant. Et donc en quoi ça consiste comme métier? Alors, c'est une science, puisque métier, même D'accord. si elle n'est pas vraiment reconnue, parce que elle est ennuyeuse pour plein de lobbies. Mais c'est l'art, pour moi c'est un art, parce que c'est très ancien. Dans toutes les cultures, les anciens savaient le faire. Et ça a été remis au goût du jour, on va dire fin 19e, début 20e siècle. C'est l'art de prendre soin, d'équilibrer euh, les énergies d'une maison, d'un lieu, et d'un lieu alors qu'il soit bâti ou pas, c'est-à-dire même les lieux naturels. D'accord. Et quelle est la différence avec par exemple le feng shui qu'on peut voir dans les magazines, etc. On va dire c'est un peu le feng shui, c'est un petit peu la version chinoise de la géobiologie. Le principe diffère puisqu'il s'appuie sur les connaissances de la médecine chinoise, les 5 éléments, et il y a un procédé qui est différent aussi. Mais le but reste toujours le même. Voilà, c'est avoir un lieu de vie où on peut se ressourcer, où on est bien, où on tombe pas malade. D'accord. Et donc si tu passais une journée chez moi, dans ma maison, qu'est-ce que tu pourrais voir que moi je vois pas? Avant de voir, on ressent. Bien sûr, on voit les effets. C'est-à-dire, ça, tu peux pas passer à côté. Il y a d'ailleurs des créatures qui nous signalent les impacts, par exemple, non nocifs dans un habitat. C'est les végétaux, les fleurs, parce qu'elles réagissent très très vite. Donc, si on met, par exemple, une fleur dans un coin, que oui, elle a ce qu'il faut, de l'eau, du soleil, mais qu'elle dépérit, c'était pas seulement un manque de soleil, de vitamines, d'engrais ou d'eau. Les énergies sont très très influentes sur tout le vivant. D'accord. Et, euh, et donc la plupart des gens vivent dans un lieu qui leur est peut-être nocif. Est-ce que c'est le mot? Est-ce que c'est... Disons que tant qu'on n'a pas en conscience cette attention à la qualité vibratoire d'un lieu, c'est clair que on peut subsister dans un lieu où les ondes sont vraiment pas bonnes et finalement se rendre compte des années après. Pourquoi? Parce que on a été impacté. Parfois, ça se fait dans le temps et ça se fait dans le corps. Donc, c'est pas des choses qui remontent forcément à la conscience, mais il faut se dire qu'en moyenne, 80% des lieux, des endroits de vie, euh, vampirisent ou pompent l'énergie de leurs occupants plutôt que de leur permettre de se ressourcer, de se régénérer. Donc, les gens font beaucoup de thérapie intrapersonnelle, interpersonnelle, mais ils oublient probablement cette partie-là qui pourrait expliquer des symptômes, c'est ça? Effectivement, mais s'ils vont voir un bioénergéticien, il y a de fortes chances pour que le bioénergéticien, peut-être, il pense, oui, parce que c'est une histoire d'énergie. D'accord. Et donc, ta méthode, tu l'appelles l'harmonie des 6 éléments. Pourquoi pas géobiologie? Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu apportes en plus? Alors, il y a les deux. Elle s'appelle, en fait, la traduction en français, parce que le concept, tout ça, c'est parti de vraiment la culture, les racines de la culture japonaise. C'est géobiologie des 6 éléments. Euh, En japonais, ça se dit, en fait, c'est pas exactement la traduction. En japonais, on dit Rokudai Wago. Rokudai, c'est les 6 éléments, les 5 éléments dans la médecine traditionnelle chinoise, mais au Japon, dans le zen, le bouddhisme, il y a une prise en considération d'un élément supplémentaire et un autre qui vient. Ouais, une petite différence. Et Wago, tout simplement, Wago, ça veut dire l'harmonie. Donc, c'est l'harmonie des 6 éléments. Est-ce que tu peux les lister, les 6 éléments? Bien sûr, il y a le feu, l'eau, l'air, la terre, le vide, qui remplace le bois des 5 éléments de la médecine chinoise, du feng shui. Et le 6e élément, c'est Chine, la conscience. D'accord. Et donc, quand un lieu va mal, Oui. est-ce que
ça peut être lié à n'importe lequel des 6 éléments ou c'est plutôt dirigé sur un ou plusieurs? Alors, si tu veux, ces 6 éléments, ils constituent un tout. Comme nous, quand on a une partie qui est défaillante, forcément, ça va créer un déséquilibre. Donc, suivant les endroits, oui, il y a une histoire d'équilibrage de ces 6 éléments, mais si on doit aller vraiment dans l'explication de comment ça se fait, là, on est parti pour des cours et voilà, de la technique. En fait, pas de la théorie, mais une méthodologie où il faut expliquer plein de choses par rapport à comment on traite l'énergie, à quoi elle correspond, les impacts, etc. L'attention aux enjeux, justement, de cet équilibre. Ça, c'est des choses qu'on apprend dans le temps et la pratique, en pratiquant cette géobiologie-ci, qui est vraiment spécifique du Suisho Reiki. Donc, tu parles des 6 éléments de ta méthode, qui pour le moment est peut-être un peu abstrait. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous relier avec du plus concret, des failles, des ondes Wi-Fi, des bandeaux, je crois, des réseaux telluriques, les écrans, les ondes. Quel est le rapport entre tout ça? Bon, déjà au niveau des pollutions, il y a 3 grands types. Les pollutions d'ordre naturel. Déjà, la planète, elle a une structure énergétique à la base, avec des réseaux Hartmann, Curie, Dupré, les lignes de lait, etc. Tout ça, c'est des maillages énergétiques qui assurent la cohésion et l'équilibre de la planète et de tout son système vivant. Donc, ça fait partie, voilà, il peut y avoir des perturbations dans ce domaine de énergie naturelle, sans l'intervention d'activités humaines polluantes. Ensuite, on a les nocivités d'ordre technologique ou chimique, mais toutes découlent de l'activité humaine, que ce soit voilà, la chimie des engrais qui sont déversés dans la monoculture. Il y a plein de cas d'application, parce que de toute façon, on est une société qui produit en permanence de la pollution. Donc forcément, cette pollution, elle se répartit sur la planète Terre. On n'a pas une poubelle dans l'espace pour jeter les trucs, c'est le problème. On commence à vraiment prendre conscience de ça. Et ensuite, il y a d'autres types de nocivité ou de perturbations qui, eux, sont plus d'ordre astral, spirituel. On va dire, c'est dans les niveaux de conscience parallèles. On parle de niveaux de conscience supérieur. Voilà, on peut dire qu'ils sont considérés, pour moi, qui sont parallèles. Il n'y a pas de supériorité hiérarchique dans le sens où on le conçoit. C'est juste des élévations et de baisses de fréquence. Voilà, c'est une histoire d'échelle de fréquence. Donc, avec ces 3 pollutions, forcément, il y a toujours des choses qui vont perturber la vie dans un endroit. Après, pouvoir définir, il faut étudier, parce qu'en fait, dans tous travaux de géobiologie, il y a d'abord, on prend connaissance du terrain, même quand c'est à distance. Ça fait pas longtemps, d'ailleurs, on travaille de plus en plus à distance. Ça se faisait déjà bien, il y a bien longtemps, mais ça devient de plus en plus normal parce que on va plus vite que sur le terrain, par exemple. S'il faut analyser un terrain, plus la surface est grande, ou une maison, plus la surface est grande, plus ça va prendre du temps sur le terrain. Ça va en prendre aussi beaucoup sur le plan, parce qu'on travaille sur les plans cadastraux, mais beaucoup moins. Donc voilà, c'est une analyse très méthodique qui va nous permettre de définir et de distinguer quels sont les déséquilibres, les types de déséquilibres. D'accord. Et juste pour reprendre une petite chose qui, je pense, est importante. Donc, on a les 6 éléments et on a ces déséquilibres un peu plus concrets dont tu nous as parlé. Quel est le lien? En fait, les 6 éléments, le lien, il n'y a pas de lien, puisque ces 6 éléments sont les constituants même du cosmos. Donc, à moins qu'on dise non, ma maison fait pas partie du cosmos, à partir du moment où tu es dans le cosmos, tout est concerné par ces 6 éléments. Que ce soit un être vivant, que ce soit une maison, un lieu, tout, absolument tout ce qui est manifesté dans cet univers dense, densifié dans la matière.
Par exemple, si tu remarques peut-être une cause racine sur l'élément feu, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il peut y avoir. En fait, on est lié. Par exemple, tu parles de l'élément feu, on va prendre ça en exemple. L'élément feu, il est lié, c'est le fondement, c'est-à-dire la vie, le concept même de la vie. On pense spirituellement, on parle du feu igné. C'est le feu intérieur, c'est le feu de la vie. C'est le starter qui va permettre justement la création de chaleur, ensuite la venue de l'eau, la combinaison des deux qui vont permettre de créer un terrain fertile pour la vie. Donc le feu, il est lié à notre base, pas corporelle, mais notre base énergétique. Et il est lié aussi, on va dire, à ces élans du cœur, l'affectif, tout ce qui est aspect relationnel avec soi ou les autres ou le monde environnant. Donc, si par exemple il y a une défaillance de l'élément feu dans un endroit, dans une maison, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est résultant de pathologiques liées à ce manque de feu, et ça, bon, je vais pas faire le listing, il y a juste à aller voir un petit peu dans la médecine chinoise, les correspondances sont très similaires. Toutes ces pathologies liées à l'élément feu vont se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'élément feu. Après, on va dire, c'est une approche qui permet de simplifier la complexité, justement, de la création. On peut faire l'analyse très, on va dire, qui va disséquer les choses, mais elle va nous amener à une compréhension mentale, mais parfois la compréhension logique et mentale d'un déséquilibre sur un lieu n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin. Dans la vie du géobiologue, comme dans la vie du thérapeute, l'intuitif a une énorme place. Pourquoi? Parce que c'est ce qui le met en relation, dans le silence, au-delà des mots, au-delà de l'espace, au-delà du temps, même aux choses pour lesquelles il cherche des réponses. Est-ce que dans ton approche du logement d'aujourd'hui, est-ce que tu prends en compte les histoires de vie qui se sont passées, des décès, des maladies, peut-être même des choses qui se sont passées avant la construction du logement, comme, je sais pas, des guerres, on peut imaginer plein de choses. On parle de la mémoire des murs. C'est une expression choc, mais elle est véritable. Et au-delà du mur, avant, il y a le lieu. Pourquoi? Parce que le minéral, de toute façon, il y en a sur toute la planète, notamment la silice, qui est en abondance, et le quartz, c'est-à-dire, voilà, ce qu'on utilise les quartz liquides, les écrans LCD, voilà, la technologie. Le quartz, la silice qui est dans le sol, emmagasine les informations. Elle a la capacité de stocker des informations, de les absorber et de les renvoyer. Donc, les mémoires du sol, bien sûr, le sol a ses mémoires. Il y a des lieux de bataille, des lieux de massacre, des fosses où ont été jetés et empilés des cadavres. Tout ça, c'est des lieux qui sont chargés de leur histoire, justement, de leur souffrance. Surtout, plus la souffrance a été loin, plus la force émotionnelle a ancré fortement, justement, ces mémoires. D'accord. Et est-ce que tu considères que chaque lieu peut être traité, entre guillemets, ou il y a des lieux qui sont forcément condamnés parce que c'est trop chargé, c'est trop difficile? Alors, dans l'absolu, tous les lieux peuvent être traités. Parfois, il y a des lieux, bien sûr, qui sont construits de telle manière, ou des lieux naturels qui sont tellement puissants, à un moment, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup de faire ce combat d'inutile, c'est-à-dire de vouloir renverser l'Everest, par exemple. Voilà. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Non, au contraire. C'est pour ça que dans la géobiologie, tu as différentes approches pour transmuter, améliorer. Tu peux faire de la protection, tu peux faire de l'évitement, du contournement d'énergie nocive. Tu peux faire aussi de la résolution. Là, c'est de la transmutation vraiment dans le noyau, au niveau atomique, même subatomique.
des énergies qui sont nocives. Donc, plusieurs manières d'opérer. Le but, c'est, pour moi, la voie de l'harmonie, c'est un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. C'est-à-dire, si on doit passer des années pour traiter un lieu, pour dire, oui, il va s'améliorer, non, il y a peut-être d'autres choses à faire plus intéressantes et s'orienter vers un autre lieu ou une autre manière de vouloir traiter le lieu pour que finalement, ça ne dure pas des années et qu'on arrive à un résultat qui soit bénéfique et pérenne pour les usagers, les occupants et tout le monde. D'accord. Dans ton approche, est-ce que tu ressens, tu mesures ou tu fais les deux? Les deux. Même plus. Alors, ressentir, oui, on est comme des antennes, notre aura, tout ça, on a des capacités humaines insoupçonnées par rapport aux perceptions, pas seulement sensorielles, je parle aussi de perceptions extrasensorielles. Ensuite, dans le cadre personnel ou professionnel, par exemple de la géobiologie, bien sûr que pour avoir des données, des repères précis, je mesure. Pour ça, la radiesthésie, ça a toujours été l'outil numéro 1 des géobiologues. Bien sûr, il y a les baguettes aussi, mais ça, c'est un instrument qui est un peu similaire au pendule, sauf qu'elle est beaucoup plus adaptée au terrain. Le pendule, l'avantage, c'est qu'on peut travailler sur un plan et on peut travailler avec le système de la radionique, c'est-à-dire à distance, et que, oui, on peut avoir des relevés très précis et que le suivi, par exemple, quand je commence une intervention, il y a un suivi, bien sûr, pendant le temps de traitement qui est singulier, comme pour une thérapie pour une personne. L'habitat ou le lieu à traiter est considéré comme une entité, un être vivant. Et ensuite, après, il y a toujours l'attente d'un délai de 40 jours. Pourquoi? Pour vérifier que justement tous les travaux qui ont été faits avant soient ancrés et stabilisés. Pourquoi? Parce que tout bouge en permanence dans la création. Pour, on va dire, améliorer, résoudre des problèmes de perturbation énergétique pour ramener un équilibre qui soit bénéfique pour le vivant, une fois qu'on a fait les travaux, si on laisse comme ça, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent qui vont perturber ça. Mais au bout de 40 jours, si ça n'a pas bougé, bien sûr, le check il est quasi quotidien. Là, c'est clair que ça bougera plus. D'accord. Quand tu parles de travaux, j'aimerais que tu nous éclaires. Quand tu prends en charge un habitat, justement, est-ce que les habitants ont leur part du travail à faire? Peut-être planter certaines plantes, mettre des pierres, faire des travaux justement en dur, ou alors tu te charges de tout, c'est énergétique et il n'y a pas besoin de faire quelque chose dans la matière de concret? Alors, la géobiologie à l'ancienne, pratiquement toujours, on installait des dispositifs sur place, sur le terrain. Donc, quand ça se faisait à distance, bah oui, on disait aux gens, il faut faire ça, 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 ou voilà, on donnait des indications. Mais généralement, c'est le géobiologue qui venait y faire sur place. Et il travaillait en même temps sur place, voilà. Maintenant, au niveau énergétique, bien sûr que l'approche Suisho Reitido, elle passe en amont de la matière. Donc, je peux conseiller en fin de traitement, par exemple, d'utiliser tel minéral, de placer à tel endroit, ou voilà, ça va être des recommandations soft. Il n'y a pas à faire de travaux ou d'aménagement. On va dire c'est plus de l'affinage dans l'équilibrage global final. Voilà. Sinon, tout le principal du travail, oui, c'est à distance que je le fais par des moyens spécifiques qui sont pas accessibles aux gens qui n'ont pas appris à le faire. Voilà, c'est ça. En fait. D'accord. J'ai relevé quelque chose tout à l'heure que tu disais. Est-ce que vous n'êtes pas les cousins des sourciers? Avec les outils, la connaissance de l'habitat, En fait, si, c'est les sourciers à la base, c'est parce que avant on vivait beaucoup moins dans l'urbanisme. Ça, c'est surtout dans la ruralité. Les anciens, dans les villages, surtout moi, je viens du Mont-Blanc,
j'ai rencontré des cristalliers, des anciens des villages qui me disaient, avant les anciens, ils savaient trouver des cristaux, ils savaient trouver de l'eau, ils savaient trouver les plantes pour se guérir, ils avaient une connaissance mais inouïe de la nature. Elle leur donnait tout. Comme les Amérindiens l'ont toujours dit, voilà, la nature, c'est notre mère de la terre. Et petit à petit, ils ont dit, voilà, il y a eu l'exode. Les anciens, avant, ils transmettaient ces connaissances comment? Dans les veillées. Il y avait une famille qui habitait dans une bâtisse, voilà, où il y avait 3 générations minimum qui grandissaient, qui faisaient leur chemin ensemble. Donc, la passation, la transmission de savoir, parce que c'est savoir-faire, pas de la théorie, elle se faisait. Avec l'exode rural, tout ça s'est perdu. Et le cristallier dont je parle, il me disait, maintenant, les jeunes, ils savent plus ni chercher, ni trouver une source, ni un four à cristaux, ni voilà. Alors qu'avant, oui, ça faisait partie intégrante de la vie du quotidien. On pouvait pas s'en passer. Ceux qui savaient le faire, ils rendaient service à la communauté. C'était super important. D'accord. J'aimerais revenir sur un chiffre assez édifiant que tu as dit, c'est 80% de logements à traiter, c'est ça? Qui Oui. nécessitent traitement? En gros, oui, grosso modo, oui, c'est ça. D'accord. J'aimerais prendre le contre-pied et te parler des 20%. Que sont ces 20%? Un coup de chance? Non. Une activité humaine, technologique et chimique minimale ou assez éloignée. Et aussi, les gens, soit qui sont géobiologues, soit qui ont fait intervenir un géobiologue pour justement ramener les pendules à zéro et rééquilibrer, on va dire, l'origine de l'harmonie équilibrée, voilà, d'un lieu avec des énergies qui sont bénéfiques au lieu d'être nocives. D'accord. Voilà. Et le métier de géobiologue, géobiologue, oui. c'est parfois dur à dire. Est-ce qu'il est plus répandu en Asie, en Europe, en France? Comment les gens le voient à travers les cultures? En fait, dans toutes les cultures, comme on disait, tu vois, plus on va dans les temps anciens, plus les humains vivaient en contact et dépendants, en conscience de la nature, de leur environnement naturel. Donc forcément, pour eux, ils ont tous compris l'importance d'avoir pas ce qu'on appelait des géobiologues, mais des chamans, ce qu'on appelle globalement des chamans, des hommes médecine ou suivant les pays, les babalao, les pères du secret en Afrique. Voilà. Dans chaque pays, il y a ceux qui connaissent les secrets de la nature, qui arrivent à voir les choses de l'invisible. C'est comme des médiateurs, des intermédiaires entre le visible et l'invisible. Ils sont dans toutes les communautés autochtones hyper importants parce que c'est un pilier central de l'équilibre de la communauté tout entière. C'est justement un peu pour ça que je te disais ça, parce qu'on a l'impression, sans connaître vraiment le sujet, que dans toutes les traditions qui ont des cultures anciennes encore bien prépondérantes, donc en Asie, peut-être en Afrique, ou même en France, dans les villages qui vivent encore à l'ancienne, et on a plus cette sensibilité que dans une ville moderne, etc. Et oui, c'est les mémoires justement de comment vivaient les anciens. On est dans un monde qui se virtualise et qui justement nous éloigne de ces mémoires finalement, qui sont essentielles parce que même si le monde se virtualise, on est toujours sur la planète Terre et c'est de là que nous venons et c'est à elle que nous retournons. Tous les sels minéraux, par exemple, et les acides aminés qui créent la vie, c'est la Terre qui nous les donne. Et une fois qu'on a fait notre chemin avec notre corps, notre véhicule de matière, on lui rend. Et elle régénère, elle recycle. Voilà. D'accord. J'aimerais qu'on se lance dans un sujet un peu plus précis. Tu parles de la chambre qui pourrait être prioritaire. Donc pourquoi tu parles de la chambre en particulier? Et puis ensuite, si tu peux nous faire un tour d'horizon des pièces et nous donner quelques indications. Alors la chambre, c'est super important. Pourquoi? Parce que on a une aura, ok? Bon, on est des êtres énergétiques et cette énergie, on a plusieurs corps qui s'expansent en dehors, plus loin que le volume, la forme de notre corps physique. Ce bouclier énergétique sert à nous protéger. Donc, il est très actif tant qu'on est actif, qu'on stimule l'énergie en nous. Mais à partir du moment où on rentre chez soi, c'est un lieu de repos, de régénération. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On relâche
ces défenses énergétiques, cette attention. Finalement, c'est quand on dort qu'on est on lâche prise, et c'est là qu'on est le plus réceptif et fragile à recevoir, finalement, voilà, à emmagasiner les énergies dans lesquelles on se repose. Quand on se repose, il n'y a plus de défense au niveau de notre bouclier énergétique quasiment, et là, on fait comme l'éponge. Donc, si autour de nous, oui, c'est des bonnes énergies, des énergies qui nous font du bien, forcément, on va se lever en pleine forme, voilà, on se régénère, on a une vie voilà, on fait la différence entre la vie où on se sent bien, globalement, où on n'est pas fatigué tout le temps sans savoir pourquoi, où on n'a pas des maux de tête sans savoir pourquoi, où on est stressé pour tout et rien, ça devient chronique, on ne sait pas pourquoi. Je dis pas que tout ça peut venir de la maison, mais la maison, oui, c'est là que tout se joue au niveau du sommeil. La chambre est à ce niveau importante parce que s'il y a un problème sous le lit, par exemple, c'est la pathologie assurée tôt ou tard. D'accord. Et les autres pièces? Les autres pièces, c'est un petit peu pareil. En fait, on parlait de la maison comme un être vivant. C'est ça. Le repos, la chambre, c'est là où on va, voilà, se retrouver. On va aller dans une relaxation profonde. Voilà, on est dans un autre niveau. On prend la cuisine. La cuisine, c'est justement, ça a toujours été le lieu du feu, le foyer. Le foyer, on dit une maison, c'est le foyer, une famille, c'est le foyer. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est autour de la cuisine que tout se passe. Pourquoi? Parce que c'est là que les habitants du lieu se rassemblent pour manger. On est dans les formes grégaires archétypales. De toute façon, voilà. Les pièces répondent à des besoins, sauf si tu habites à Versailles, parce que tu auras 15 000 pièces qui servent à des tas de trucs. Mais voilà. Mais dans une maison, on va dire, normale, la cuisine, c'est là où on va se nourrir. Là aussi, c'est une régénération. Si dans la cuisine ou le salon où on mange ou la cuisine où on fait la cuisine, il y a des perturbations, qu'est-ce qui va se passer? Pas forcément. Ces perturbations, elles passent dans la nourriture qu'on mange et en plus dans ce que notre corps qui est relâché quand il mange, parce que normalement, voilà, c'est se faire du bien manger. Et finalement, si on est un peu relâché, oui, on prend aussi, on absorbe. Le salon, c'est un endroit où on se détend aussi. Finalement, globalement, dans toute la maison, sauf si on a un bureau où on va être plus actif intellectuellement, mentalement, ou dans le jardin, si on est plus actif physiquement, voilà. Mais en dehors de ces endroits-là, la maison, c'est un lieu où on va être tant que possible, le plus relax possible, pour pouvoir se ressourcer, se régénérer. Et on est ouvert, donc, et plus fragile dans cet état de relâchement. D'accord. Une question qui intéressera beaucoup de monde, je suppose. Tu interviens à distance. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? J'imagine qu'il y a un lien avec ce qu'on appelle la physique quantique, mais c'est une terminologie qu'on utilise à tort et à travers. Donc, est-ce que tu pourrais nous éclairer Alors, avant la là-dessus? physique quantique, il y a la physique tout court. La radionique, c'est quelque chose qui existe depuis minimum 2 siècles. Enfin, sous ce nom-là. Ça existe depuis bien longtemps dans les pratiques. La radionique, c'est simplement un procédé qui permet de agir à distance, d'avoir une influence, que ce soit sur des lieux, sur des êtres vivants, des plantes, etc. Sur quoi que ce soit. Et finalement, oui, la physique quantique, elle, explique le phénomène de manière différente. Mais en tous les cas, tout ça, c'est des entendements intellectuels différents en suivant des disciplines différentes de différentes époques. On peut dire que, globalement, l'énergie, c'est quelque chose, pour moi, qui est le plus simple à comprendre, parce qu'elle réunifie tout. En se disant que l'énergie vitale, invisible, mais qui est aussi indispensable que l'air invisible et inodore
qu'on respire et qui nous permet la vie par le souffle. Cette énergie-là, elle est au-delà du temps et de l'espace. Ça veut dire qu'elle n'est pas encombrée par la distance et elle n'est pas encombrée non plus par l'attente. Par exemple, elle peut rester en stand-by si il y a l'énergie qui est envoyée sur un lieu, mais que pour X ou Y raison, il y a une interférence. À partir du moment où l'interférence qui entrave va s'amoindrir, s'affaiblir, dès que la moindre faille, l'énergie vitale, c'est comme l'eau. Elle trouve toujours sa voie d'issue. Voilà, c'est vraiment ça. Une énergie intelligente. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter le moment précis où tu as compris qu'un lieu agissait sur les gens? Est-ce que tu as un moment fondateur pour aller sur quelque chose de plus personnel? Ben, quand j'étais enfant, en Ardèche, voilà, il y avait des histoires comme ça. C'est surtout les anciens dans les campagnes qui en parlaient. Après, ça a été mon expérience personnelle. Malgré moi, j'ai pas cherché à la faire, en fait. Voilà, c'est une expérience dans laquelle j'ai été immergé sur l'endroit où je vivais. Et voilà, C'est pas une expérience qui t'a marqué forcément, c'est disons que il a commencé ça. Oui, si, il y a eu une première expérience quand j'étais capable. J'étais jeune adulte, donc capable de comprendre différemment les choses. Dans mon enfance, j'ai eu pas mal d'expériences qui m'ont permis de comprendre et de vivre des choses assez extraordinaires avec la nature, dans le silence, parce que j'y passais quasiment tout mon temps. À l'âge adulte, c'est dans un lieu de vie, dans un appartement, dans une vieille bâtisse, une vieille ferme où il y avait une vieille grange, que là, j'ai eu ma première expérience qui m'a fait comprendre que oui, les murs avaient une mémoire et que si on était un peu sensible à ces mémoires ou qu'on avait un moment d'ouverture, de conscience, ne serait-ce que dans le sommeil, à travers les rêves, ou en état de veille, mais dans un état de relaxation ou de méditation, là, on reçoit l'information. Et ensuite, j'ai été amené à cette expérience, ces informations ne m'ont jamais lâché jusqu'à ce que finalement, je comprenne que j'avais quelque chose à y faire. Et j'ai été amené à chercher comment résoudre justement. C'est là que ça a commencé, mais ensuite, il y a eu d'autres. Bien sûr, là, j'étais convaincu. Après, ça a été d'autres plus mises en pratique pour développer ce que j'avais commencé à apprendre avec la première expérience qui a déclenché, oui, cette conscience que il y a une relation. On est en relation avec l'endroit où on vit, avec notre environnement. Que ce soit visible ou invisible, voilà. La relation est véridique et on a du mal à concevoir l'importance de l'impact que cette relation a sur nous-mêmes et sur notre vie. D'accord. On arrive doucement sur la fin du podcast. J'aimerais te poser quelques questions à réponse rapide. Oui. Un peu pratique. Je vais essayer. Un peu pratique. Une chose à faire ce soir gratuitement pour améliorer son lieu. Alors, un truc tout bête que tout le monde peut faire. Les anciens appelaient ça la fumigation. Alors, tu peux soit allumer un encens naturel, bien sûr, pas chimique, soit tu peux prendre un bout de Palo Santo ou de l'encens sur un charbon ardent, ou voilà, il y a plein de matières à brûler qui vont justement purifier l'intérieur. La fumigation, elle a été prise en compte et elle est mémorisée surtout dans l'inconscient collectif occidental du temps des grandes vagues de maladies comme la lèpre, tout ça. Il fallait purifier l'air de ces bactéries, voilà. Donc, ça va bien plus loin que ça parce que l'odeur, la fumée de ce qu'on brûle, va dégager une énergie. Il y a des matières qui, justement, nettoient les ondes nocives. Alors, bon, c'est clair que s'il y a une faille sous la maison, c'est pas l'encens qui va nettoyer la faille. Mais
elle va nettoyer certaines scories qui peuvent être, par exemple, d'ordre mental, émotionnel, même astral, même de l'invisible, même spirituel, justement. Et ça, tout le monde peut le faire. Par contre, tout le monde sait le faire, allumer un un palo santo ou un bâton d'encens, mais peu pensent à ouvrir les fenêtres. Pensant que oui, ça va embaumer, ça va sentir bon. Mais non, si on fait ça pour nettoyer, c'est comme si on se met dans une baignoire et que finalement, on se rince dans l'eau où on s'est lavé. Voilà, tu ressors avec la crasse reposée sur toi. C'est exactement ça. C'est-à-dire, si tu n'ouvres pas, la fumigation, elle va faire le nettoyage, oui, mais ça va tout rester à l'intérieur. Finalement, tu n'as rien nettoyé. Justement. Le but, le principe, Bouddha avait dit comment remplir un verre d'eau sale, comment le remplir d'eau propre, pure, sans en vider le contenu. Il suffit de verser dedans. Mais si tu verses dedans et que tu fermes le verre en même temps, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui peut rentrer. Donc, si tu ouvres pendant que tu encenses, forcément, la fumée, oui, elle va orienter tout ce qui n'est pas compatible avec sa fréquence, elle va l'orienter dehors. Et finalement, ensuite, on peut fermer et puis laisser un autre encens ou laisser finir l'encens pour parfumer. D'accord. J'ai pas fait trop court, mais bon. C'était la réponse la plus longue du podcast, mais tant qu'il y a des choses intéressantes, c'est pas grave. Ok, la deuxième. Où placer son lit? Est-ce qu'il y a une règle simple? Non, pas vraiment. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir un meilleur bénéfice, avoir la tête au nord ou la tête au sud ou au sud-ouest, ou ça, c'est très variable. On a dit avant que on disait oui, il faut toujours mettre la tête au nord ou la tête à l'est. Il n'y a pas de standard. C'est à chacun de trouver. Alors, bien sûr que ça aussi, on peut le faire. Un géobiologue ou d'autres bioénergéticiens aussi, ils peuvent conseiller. Oui, pour vous, votre tempérament, voilà, il sera plus bénéfique de dormir soit au nord, soit au sud-ouest, voilà. Mais non, il n'y a pas. C'est à soi de sentir, surtout de voir comment on dort. C'est le moyen le plus simple pour vérifier si on est bien placé finalement. C'est le matin, comment on se sent. Et la nuit, est-ce qu'on a bien dormi ou est-ce qu'on a mal dormi? D'accord. Est-ce qu'il y a une erreur que tout le monde fait? Je sais pas, ça peut être ne pas fermer la cuvette des toilettes ou enfin. Est-ce qu'il y a quelque chose de très commun que tout le monde fait? Alors des erreurs entre guillemets, évidemment. Ouais, je sais pas si voilà, c'est pas vraiment des erreurs, mais des conseils simples. Voilà. Disons que c'est difficile de répondre à une réponse comme ça pour tout le monde parce que c'est très relatif suivant les personnes et les cas. Des erreurs que tout le monde peut faire. Je pensais simplement à peut-être la cuvette des toilettes, on l'a déjà dit, ou la porte. Oui. Fermer la porte de la salle de bain ou des toilettes. Bon, par exemple dans le Feng Shui. Ouais. Les toilettes, c'est un endroit forcément où les fréquences, bon, c'est un lieu où on se libère. Les fréquences, elles sont pas vraiment les meilleures. Donc, un moyen simple pour garder ces énergies dans les toilettes, c'est de placer un miroir juste devant la porte, à l'extérieur, devant la porte. Par exemple, les toilettes sont dans un couloir. C'est placer un miroir en face de la porte. Le miroir, lui, va renvoyer les ondes nocives. Ça, c'est on va dire un tricks, une technique basique du Feng Shui. Baisser le battant des toilettes aussi. Bon, bien sûr que voilà, c'est pour préserver, mais évidemment, ça remplace pas le travail d'un géobiologue. Voilà, on est d'accord, bien sûr. On va dire, c'est tout. Voilà, c'est vraiment des bribes, des trucs. Même pour moi, si la structure même d'un lieu
elle est équilibrée, harmonieuse, stable dans les fréquences lumineuses, on va dire. Tous ces trucs-là, tu n'as même pas à y penser ni à le regarder. À la limite, tu es tellement interconnecté avec la maison que tu vas faire automatiquement les choses qui sont bien. Si tu n'as pas besoin de baisser le bâton des WC, bah voilà, tu vas pas avoir envie de le faire parce que c'est pas important. Ton corps, voilà, il y a une connexion. C'est ça, pour ça que voir l'endroit où on vit comme une entité et rentrer en relation avec cet être vivant fait toute la différence. Parce que plutôt que de mettre des barrières et des frictions dans le domicile, ça permet au contraire de trouver des solutions d'évolution et de libération, même des blocages de ce qui peuvent créer des tensions ou des frictions. D'accord. Est-ce que, pour la fin, tu peux nous expliquer comment travailler avec toi? Est-ce que tu proposes des consultations? Je ne sais pas si on appelle ton travail des consultations, des accompagnements, C'est intervention, des interventions. Et est-ce que tu formes des géobiologues? Ou pour le moment, tu es plutôt dans les interventions? Alors, pour les interventions, c'est tout simple. Tout commence par un devis gratuit. Pourquoi? Parce que il y a des géobiologues qui fonctionnent, ils ont un standard, je sais pas, tant d'euros par mètre carré, par exemple. Mais je me suis rendu compte que c'était pas juste. Pour moi, voilà, il n'y avait pas la finesse que j'attendrais d'un service de ce type. Parce que, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, plus la surface est grande, plus tu vas passer du temps. Ce qui, donc, justifie le fait que plus il y a de mètres carrés, plus ça va être cher. Maintenant, j'ai mes ressentis préalables. Et ils comptent aussi dans l'établissement du devis. Ce qui fait que il y a des endroits où il y aura énormément de surface, mais qui seront très peu chargés. Et au final, il y aura très peu de traitement, de travail à fournir, d'œuvres pour rétablir l'équilibre. Au contraire, d'autres endroits qui seront tout petits en surface, mais très chargés. Et là, ça peut demander beaucoup plus de travail qu'une surface plus grande. Donc, le devis gratuit, c'est la meilleure solution pour ajuster au plus juste, faire du sur-mesure dans, on va dire, la proposition que ensuite je soumets et que on lance à partir du moment où les clients acceptent par retour d'email cette proposition. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est hyper simple. Maintenant, la deuxième chose, c'était... Est-ce que tu formes voilà. Ou tu proposes des interventions? Alors, seulement? Pour l'instant, les interventions, je formerai, c'est en projet, mais avant de former des géobiologues, je formerai des praticiens, parce que tout ça, ça fait partie du Suisho Reikido. Voilà, c'est une voie qui intègre plusieurs voies de pratique. Donc, la thérapie bioénergétique, c'est le fondement socle. La géobiologie en fait partie, mais pour accéder à la géobiologie, il faut déjà des prérequis en thérapie bioénergétique. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même énergie qu'on utilise. Donc, le b.a.-ba, c'est d'apprendre à utiliser de manière consciente cette énergie avant de pouvoir le faire sur des lieux ou des choses plus abstraites. Voilà. D'accord. C'est essentiel. Donc, plus tard, oui, on m'a déjà demandé, mais d'abord, il y aura la certification Suisho Reiki Jutsu, voilà, praticien ou enseignant pour le 6e niveau. Voilà. Ok, merci. On Merci. se retrouve pour un prochain podcast. Avec plaisir. À très vite.